Parce que notre vocation est d'être au plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne exceptionnellement la priorité à un événement de votre région. Et l'événement de votre région, c'est maintenant. Bonjour, c'est un horaire inhabituel pour se retrouver, mais vous venez de l'entendre avec ce petit spot, c'est l'actualité qui commande. Édition spéciale pendant 3 quarts d'heure à propos du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pour tout vous dire, le Premier ministre est actuellement avec le Président de la République et les ministres en Conseil des ministres. Et à l'issue de cette réunion hebdomadaire, Édouard Philippe doit annoncer s'il y aura ou pas un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. La grande décision attendue après des mois, après des années de rapports, de commissions, d'études, de manifestations, eh bien, c'est aujourd'hui. On l'attend d'une minute à l'autre. On est donc ensemble pour 3 quarts d'heure avec des invités qui sont déjà sur ce plateau. Françoise Verchères, opposante au projet, ancienne maire de Bouguenais, où il y a actuellement l'aéroport de Nantes-Atlantique. Erwan Lemoigne, qui est avocat des opposants, de plusieurs des opposants à ce projet d'aéroport. On attend donc, je vous le disais, la décision d'Édouard Philippe. On va tout de suite se rendre sur Notre-Dame-des-Landes pour retrouver notre confrère Christophe Amoriot. Bonjour Christophe. L'attente évidemment, elle est imminente. On essaie de vous retrouver Christophe, mais pour l'instant vous ne nous entendez pas. Alors écoutez, en attendant Christophe, en attendant Édouard Philippe depuis l'Élysée, je vais me tourner vers vous Françoise Verchères. À l'heure qu'il est, on ne sait pas, on a tout entendu. Ce sera oui, ce sera non. Samedi dernier, le Premier ministre est venu en personne sur Notre-Dame-des-Landes rencontrer le maire à cette union de Grandlieu, commune qui est toute proche de Bouguenais et donc de l'aéroport actuel. On n'a aucun moyen de savoir c'est oui ou c'est non. Vous avez des indices, vous avez des informations? Ah non, je n'ai pas été ni invitée samedi dernier, pas plus que le maire actuel de Bouguenais d'ailleurs, je n'ai pas eu d'appel non plus, donc je ne sais pas. Je suis comme vous, j'attends. Bon, ce serait une décision historique de toute façon? Oui, quoi qu'il en soit. Crois. Que ce soit oui ou que ce soit non. Ah, je crois. C'est un jour important. Regardez, à l'Élysée, on va vous montrer cette image. Elle est en direct. Le pupitre du Conseil des ministres, de la sortie du Conseil des ministres, et il est vide. Normalement, c'est le porte-parole Benjamin Griveaux qui vient à ce pupitre. Eh bien là, ça devrait être Édouard Philippe d'une seconde à l'autre. Vous voyez qu'il y a déjà des journalistes qui attendent. Tout le monde attend cette information. Erwan Lemoigne, avocat du CETPA, c'est le collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes également avocat de l'ACIPA, les citoyens contre ce projet d'aéroport. Est-ce que vous avez des informations? Il y a des choses qu'on filtrées puisque le Premier ministre est venu samedi dernier également à Notre-Dame-des-Landes. Je crois qu'on a vu une décision qui va être prise avec le fait de prendre l'écoute, voir et écouter. Néanmoins, on n'a pas d'informations plus que personne aujourd'hui. Simplement, on a un dénouement qui concerne à la fois notre région, mais aussi, on le voit d'un point de vue national, parce que c'est un enjeu aujourd'hui national, notamment sur la protection de l'environnement et des enjeux que nous avons défendus depuis de nombreuses années. Et à propos de l'environnement, le pupitre est vide, je vous le disais, à l'Élysée. Édouard Philippe ne viendra pas seul, il sera accompagné de 4 ministres, dont Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique, et Gérard Collomb, ministre d'État également, ministre de l'Intérieur. Christophe Amoriot, on essaie toujours de vous joindre. Dès qu'on a l'antenne avec vous, eh bien évidemment, on vous en fait profiter pour connaître un petit peu le sentiment qui prédomine sur cette commune de Notre-Dame-des-Landes qui devrait ou pas, une nouvelle fois, accueillir cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y a un autre projet derrière cet aéroport, enfin un autre projet, une autre intention, c'est cette ZAD, cette zone d'aménagement différé, ça c'est côté gouvernement pour le projet, zone à défendre, ça ce sont pour les zadistes, qu'on estime aujourd'hui à 200, 250 sur cette grande zone de 1600 hectares. Partiront-ils ou pas s'il n'y a pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Alors, s'il n'y a pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, vous comprenez bien que la donne change, puisque beaucoup de gens étaient là pour défendre le territoire et éviter la destruction. Mais ils sont installés depuis plusieurs années, ils ont maintenant des projets. 2009, Voilà, ils sont occupants illégaux comme le sont les habitants historiques, comme le sont les agriculteurs, Sylvain Fresneau, Marcel Thébault, puisque eux aussi ne devraient plus être là. Donc c'est tous ces gens qui veulent continuer à vivre sur cet espace. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils ne pourraient pas continuer, puisque l'espace va retrouver sa vocation première, une zone agricole. Et une zone naturelle. Il faudra légaliser simplement les exploitations. On va en reparler dans quelques instants. Restez avec nous, bien évidemment, Françoise Verchères. Je vous rappelle qu'on est en édition spéciale. Nous attendons d'une seconde à l'autre la décision du gouvernement quant à l'avenir de Notre-Dame-des-Landes avec un aéroport sans aéroport. On va se rendre justement sur cette commune qui se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Nantes pour retrouver Christophe Amoriot. Bonjour Christophe, vous êtes dans le centre de la commune. Est-ce qu'il y a déjà une tension particulière? Est-ce qu'on sent que le projet va se faire ou pas?
Alors on peut dire qu'il y a une tension, hein, elle existe même depuis plusieurs heures, hein, depuis hier soir, toutes ces informations qui tournent autour de ce possible abandon. Alors je ne sais pas si vous voyez, juste derrière moi, je suis à 2 pas de la mairie, mais je suis aussi pas très loin du local de la CIPA, qui est l'association historique contre ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a une sorte de conférence de presse improvisée qui dure parce qu'on n'a pas la décision officielle. L'une de nos équipes est sur place, là, à l'intérieur de ce local. Donc on attend, il y a une sorte de calme, de sérénité et de tension à la fois. Une information importante, on entend parfois que des forces de l'ordre sont en place. Nous n'avons vu aucune force de l'ordre à Notre-Dame-des-Landes et sur la ZAD, quels que soient les accès, pour l'instant. Christophe, est-ce que vous avez vu Jean-Paul Naud? Jean-Paul Naud, c'est le maire de cette commune qui a reçu samedi matin Édouard Philippe dans sa mairie. Nous ne l'avons pas, je ne l'ai pas croisé. J'ai croisé Monsieur Durand de la CIPA. Tout le monde attend, personne ne veut rien dire. On attend, là c'est vraiment le mot d'ordre et pour un jour qui s'annonce comme un jour historique, hein, pour tous ces opposants ici à Notre-Dame-des-Landes. Ouais, en effet, on voit qu'il y a du mouvement derrière, dans la salle derrière vous, il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Erwan Lemoigne, avocat des opposants, de propriétaires, de la CIPA, je le disais, les citoyens, ou le CETPA, le collectif des élus. S'il n'y avait pas d'aéroport, il faudrait donc évacuer cette ZAD, comme le demande une majeure partie de la population, d'après les sondages? D'abord, il n'y a aucune urgence à cette évacuation. Simplement un engagement politique ou d'apparence. Je ne peux pas rejoindre tout à fait François Virchard sur la question de l'occupation licite ou pas licite. Aujourd'hui, il y a une occupation de fait, de propriétaires qui se sont maintenus dans les lieux. L'État a renoncé à exécuter des décisions d'expropriation ou d'expulsion, donc ils sont tout à fait légitimes à rester sur place. Premièrement. Deuxièmement, il y a le droit pour eux. Il n'y a pas aujourd'hui de décision qui ordonne cette expulsion et le recours à la force publique. Donc il y a, lorsqu'on parle d'état de droit, des règles à respecter pour le maintien dans les lieux des occupants à la fois historiques et des néo-occupants. Alors vous avez prononcé le mot historique, justement. C'est un projet historique. Il date de 1965, à l'époque où l'État cherchait les terres, justement, pour accueillir un avion qui s'appelait le Concorde. Il n'y a plus de Concorde. Y aura-t-il un aéroport? On le saura dans quelques instants. On va revenir sur les dates importantes de ce dossier qui a 53 ans maintenant, en tout cas 52 ans et demi, avec Christine Villevoisin et Marie-Catherine Georgelin. L'histoire de Notre-Dame-des-Landes remonte aux origines de la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. C'est à sa demande que dans les années 60, la préfecture de Loire-Atlantique se met en recherche de terrain pour accueillir le Concorde. La première date importante, c'est 1974, la création de la ZAD, la zone d'aménagement différé, 1225 hectares acquis par le département. L'opposition des agriculteurs se met en marche, la crise pétrolière fait le reste, le projet va rester en veille pendant 26 ans. C'est le gouvernement de Lionel Jospin qui le remet sur les rails lors du comité interministériel du 26 octobre 2000. Les capacités, par exemple, du futur aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, seront adaptées à sa vocation de plateforme d'échange entre l'Ouest et les autres pôles, notamment européens. Le projet prend corps le 23 janvier 2002 avec la création du syndicat mixte. Autour de la table, François Fillon, président de la région, et Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes. Au total, 15 collectivités pour piloter le futur aéroport. Après des années de débats et d'enquêtes, souvent houleuses, le projet est déclaré d'utilité publique le 10 février 2008. L'État décide alors de déléguer ce service public et signe le 29 décembre 2010 avec AGO, filiale de Vinci, un contrat de 55 ans. Pendant ce temps, la résistance s'organise. De jeunes altermondialistes qui rebaptisent la ZAD zone à défendre s'installent à Notre-Dame-des-Landes. Et le 11 avril 2012, 2 agriculteurs entament une grève de la faim contre les expulsions et expropriations. Résultat, à la demande de Vinci, 1200 gendarmes sont mobilisés le 16 octobre 2012 pour déloger les squatteurs lors de l'opération César qui va virer au fiasco. Il faut alors apaiser les tensions. Le 30 novembre 2012, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, annonce une commission du dialogue qui va auditionner opposants et partisans, mais n'empêche pas des manifestations parfois violentes et même le blocus du pont de Cheviré. Pour espérer sortir de l'impasse, François Hollande propose une consultation des habitants de la Loire-Atlantique. Le 26 juin 2016, les électeurs disent oui à 55% au transfert de l'aéroport. Mais François Hollande est battu. Emmanuel Macron l'avait annoncé pendant la campagne. À peine élu, il nomme 3 médiateurs. Ils vont étudier la possibilité d'une alternative à Notre-Dame-des-Landes. Le 13 décembre 2017, ils remettent leur rapport au Premier ministre. 52 ans se sont écoulés depuis l'origine du projet.
Voilà, un rapport remis il y a quelques jours, un rapport dans lequel eh bien, certains lisaient plutôt un réaménagement de Nantes Atlantique plutôt qu'un transfert vers Notre-Dame-des-Landes. Et donc la dernière date, ce sera aujourd'hui, 17 janvier 2018. La décision attendue d'une minute à l'autre. On est prêt à vous faire vivre ça, cette annonce. Regardez le pupitre, c'est le palais de l'Élysée, il y a des journalistes, tout le monde attend cette décision historique et qui devrait être donnée de la voix du Premier ministre Édouard Philippe. Édition spéciale, hein, je vous le disais, on est ensemble jusqu'à 13h45 pour développer cette information qu'on attend. Et on va tout de suite retrouver Cathy Collin de notre rédaction. Vous êtes à Nantes Atlantique, l'aéroport actuel qui connaît un trafic exponentiel ces dernières années. On est un peu plus de 5 millions de passagers en 2017. Cathy, c'est un aéroport qui se porte très bien, d'où la question de certains, pourquoi vouloir en changer ? Pourquoi ? C'est surtout parce que le trafic aérien pourrait progresser. 9 millions de passagers prévus d'ici 2040. Selon les partisans de Notre-Dame-des-Landes, c'est même d'ici 2030. En tout cas, cet aéroport, un jour comme aujourd'hui, il ne manifeste pas de saturation. C'est plutôt sur le long terme que ça pourrait poser problème. L'urgence, c'est vraiment la piste, la qualité de la piste qui est bosselée jusqu'à 3 mètres de différence de niveau par endroit. C'est seulement via des dérogations que les avions peuvent se poser ici. Cette piste, elle est aussi trop courte. Donc il y a urgence bien sûr, mais urgence pour des travaux d'une telle ampleur, ça peut être un petit peu compliqué. Les médiateurs parlaient de 2 ans, d'un délai de 2 ans pour une mise en service de cet aéroport Nantes Atlantique réaménagé. Certains en doutent, ça laisse un petit peu perplexe ce délai, puisqu'il faudra à nouveau saisir une commission nationale du débat public, une nouvelle déclaration d'utilité publique, à la fois pour les 30 hectares de terrain qui vont devoir être à nouveau utilisés. Ce sont des nouveaux terrains qui vont devoir être utilisés pour l'allongement de la piste, mais également commission nationale du débat public pour le nouvel aérogare, pour une éventuelle gare ferroviaire qui pourrait amener le tramway jusqu'ici. Donc beaucoup de travaux à faire. Ça veut dire 9 semaines de fermeture aussi, 35 millions d'euros pour le concessionnaire. Et puis, bien sûr, toutes les procédures qui intéressent notamment la réserve de Grandlieu. Selon les médiateurs, il n'y aurait pas d'impact sur la réserve faunistique de la réserve de Grandlieu, mais on n'est pas à l'abri de recours qui pourraient rendre un petit peu plus long ces délais de réalisation de travaux. Et puis, bien sûr, il faudra étudier la question de l'impact du bruit sur la population du secteur, puisque c'est 67 000 personnes qui pourraient être impactées sur la zone autour de l'aéroport. Merci beaucoup Cathy Collin pour toutes ces précisions depuis donc l'aéroport de Nantes Atlantique, l'aéroport actuel dont on saura s'il aura un successeur dans quelques minutes ou pas, s'il devra être réaménagé. On va revenir justement sur ce trafic de l'aéroport de Nantes Atlantique en chiffres, vous nous en avez donné quelques-uns, les voici plus détaillés à présent. L'extension et le réaménagement de Nantes Atlantique, solution la moins coûteuse selon les médiateurs, jusqu'à 350 millions de moins que le transfert à Notre-Dame-des-Landes. Mais ce chiffre ne prend pas en compte l'indemnisation que l'État devra verser à Vinci, 350 millions selon les partisans du transfert. Impossible en fait de connaître ce montant inscrit dans le contrat et qui fait l'objet de négociations. Ce qui est sûr, c'est que de nouvelles pistes ne seront pas construites à Nantes Atlantique. Les contraintes sont trop fortes, il faudrait dévier routes et voies ferrées et les nuisances seraient aggravées. En revanche, ce que prônent les médiateurs, c'est un allongement de la piste actuelle. 500 mètres de plus dans le prolongement des 2900 mètres existants. L'objectif, c'est de décaler l'atterrissage face au sud de façon à limiter le survol de la ville. Une piste plus longue, des bâtiments détruits, aérogares et parkings reconstruits. La durée des travaux est estimée à 9 semaines. Pendant tout ce temps, l'aéroport sera fermé. Coût de cet aménagement, 595 millions, dont 50 nécessaires au prolongement de la ligne de tramway. Il faudra aussi modifier les documents d'urbanisme, refaire une enquête d'utilité publique, à minima 2 ans de procédure selon les médiateurs, 15 ans selon les ailes pour l'Ouest. Ce sont 77 hectares de terrain qui ne seront pas libérés et sur lesquels étaient déjà prévus 8000 logements. Et oui, ça change bien les plans de ceux qui attendaient un transfert dont on saura une nouvelle fois, restez avec nous, de la voix du Premier ministre, s'il aura lieu ou pas. Françoise Verchères, vous connaissez très bien cet aéroport, vous êtes l'ancienne maire de cette commune de Bouguenais qui abrite l'aéroport de Nantes Atlantique. Il faudrait allonger la piste s'il n'y a pas de transfert de 2900 à 3400 mètres, sans conséquence sur l'environnement, sans conséquence sur les aménagements futurs ? Oui, c'est une proposition des médiateurs, non pas pour des raisons aéronautiques, on n'a pas besoin d'avoir une piste plus longue que 2900 mètres, mais pour améliorer effectivement le confort acoustique, c'est-à-dire pour permettre aux avions d'arriver plus haut sur Nantes et donc de faire moins de bruit. Donc c'est quelque chose qui est possible. On reverrait le plan d'exposition au bruit. De toute façon, le plan d'exposition au bruit doit être 2004, revu dès maintenant. Et il a été... 40 000 Nantais, 40 000 personnes sur l'agglomération nantaise impactées, gênées par les avions qui arrivent. Impactées par un bruit
40 000, c'est le bruit de la zone D, c'est-à-dire la zone où le bruit n'est pas excessif. Alors zone D, il y a zone A, zone B, zone C, zone D. Ben oui, on explique pour nos téléspectateurs. Vous connaissez très bien le dossier, mais on est là pour faire de la pédagogie. Il y a plusieurs zones à partir du centre de la piste. Et évidemment, à Nantes, les gens sont beaucoup plus impactés par le bruit routier, c'est clair sur les cartes de Nantes Métropole, que par le bruit aérien. Ça ne veut pas dire que les avions ne font pas de bruit. Et on peut effectivement améliorer la situation à Nantes Atlantique. Donc, allongement de la piste, ça peut permettre une amélioration. Ça n'est pas indispensable et ça n'est pas indispensable surtout tout de suite. Ce qui est indispensable tout de suite pour les riverains, c'est de limiter les vols de nuit, de procéder à des révisions de trajectoire, de mettre en place les procédures de moindre bruit, toutes choses qui n'ont pas été faites. Il faudrait survoler la ville plus haut, toutes choses plus bas, toutes choses qui n'ont pas été faites parce qu'on disait on va s'en aller. Bon, est-ce que c'est durable dans le temps? On est à 5 millions de passagers. Mais bien sûr, c'est durable dans le temps. Notre-Dame-des-Landes, s'il a lieu, était prévu à partir de 4 millions de passagers, avec un horizon 9 millions à 2050 au départ. Maintenant, on est revenu à 2040, vu le trafic exponentiel de Nantes Atlantique. Est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'un jour, avec ces aménagements que vous venez d'évoquer, on pourrait accueillir 9 millions de passagers en 2040 à Nantes Atlantique? Allez, mais évidemment. Allez, c'est le rapport. Donc c'est exactement ce que dit le rapport. Le rapport a pesé les deux solutions. 9 millions de voyageurs à Nantes Atlantique, 9 millions de voyageurs à Notre-Dame-des-Landes. Allez voir les aéroports qui ont une piste et qui accueillent aujourd'hui 16 millions de voyageurs. Comment font-ils avec une seule piste? Voilà, ça n'est pas la piste qui est saturée. Ce sont les aérogares. On verra si ça a lieu ou pas. Écoutez, en tout cas, sur les réseaux sociaux, les informations abondent. On nous dirait, information France Info, donc sérieuse, bien évidemment, que le Premier ministre abandonnerait, c'est encore à prendre au conditionnel, j'insiste sur l'abandonnerait, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On attend sa confirmation d'une minute à l'autre. On va vous remontrer si on l'a. Voilà, merci Jean-Christophe Loez, notre réalisateur. Cette image, bah oui, on est subjugué devant un pupitre blanc avec un drapeau français, un drapeau européen, mais parce que ce qui doit se passer dans quelques instants est important, et vous en savez quelque chose, l'une et l'autre, pour notre territoire des Pays de la Loire. Erwan Lemoigne, je reviens un petit peu sur cette histoire de trêve hivernale. Le trêve hivernal, ça empêche l'État, des forces de l'ordre, d'expulser des gens qui occupent un logement, légal ou non, jusqu'à la fin de cette trêve, c'est-à-dire le 31 mars. Là, beaucoup de logements sont illégaux, beaucoup de zadistes ont construit eux-mêmes leurs cabanes en bois, qui sont devenus maintenant des petits logements plus ou moins bien aménagés. Est-ce que cette loi s'applique sur le territoire de la ZAD? La loi s'applique pour tous. La loi s'applique. Est-ce qu'elle s'applique sur tous les territoires? Elle s'applique sur tous les territoires et tous ceux qui sont occupants, c'est-à-dire habitants. La loi protège ceux qui font un domicile, que ce soit une cabane, une habitation ou un lieu investi. Donc cette loi qui permet de ne pas évacuer pendant la trêve hivernale doit s'appliquer également à l'ensemble des occupants qui habitent aujourd'hui sur le secteur de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, c'est un point essentiel. Rappelons que précédemment, Vinci avait cherché à obtenir l'évacuation et l'expulsion, je pense notamment à la ferme de Bellevue, et qu'ils sont passés par la voie judiciaire pour tenter de l'obtenir, qui ont eu des décisions et qui n'ont pas appliqué ces décisions. Donc Vinci connaît les procédures à suivre et connaît aussi qu'il y a des délais qui doivent être respectés. Ça veut dire que sur la ZAD, tout le monde est serein, il n'y a pas d'évacuation possible, imminente? C'est impossible, et surtout avec l'abandon du projet. Très bien. On va revenir. Vous avez parlé des zadistes. Justement, il y a 3 types de zadistes, pourrait-on dire. Ceux qui étaient là, des agriculteurs. La ZAD est venue se dessiner autour d'eux. Ensuite, il y a des agriculteurs qui sont venus là, altermondialistes, qui veulent un nouveau modèle économique. Et puis, quelques ultra-violents avec une capacité de renforcement des troupes très rapide venant de l'extérieur. Voyons cela plus en détail à présent, et avec des images surtout, avec Christine Voisin et Marie-Catherine Georgelin. La ZAD, 1650 hectares de terres agricoles, devenue une zone à défendre et un foyer de lutte permanent. Une nouvelle forme de contestation qui se vit sur le site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le mot ZAD est apparu en août 2009, quand s'installent les premiers squatteurs, de jeunes militants venus assister au premier camp climat. Nous appelons donc toutes les personnes et les associations opposées à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à mettre en place un projet de campement d'occupation sur les terrains que se sont injustement appropriés les promoteurs de cet aéroport aberrant et mortifère. Ces néo-ruraux viennent rejoindre les agriculteurs, premier groupe d'opposants sur Notre-Dame-des-Landes, des paysans installés depuis plusieurs générations et qui refusent les expropriations, regroupés au sein de l'ACIPA, une association citoyenne créée contre l'aéroport. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5 familles d'agriculteurs à vivre sur la ZAD. À leur côté, 200 à 300 jeunes altermondialistes qui prônent le retour à la terre, le bio et le troc. Leur objectif n'est plus seulement l'abandon de l'aéroport, ils construisent depuis des années une société alternative et solidaire, ont planté des potagers, installé des troupeaux, des fermes,
construit des cabanes, des hommes et des femmes plutôt méfiants à l'égard des médias et des institutions. Tous se font appeler Camille. 95 foyers ont récemment été dénombrés, disséminés dans l'immensité de la ZAD. Le troisième groupe est à géométrie variable, très mobile quand il faut en découdre avec les forces de l'ordre, des ultras qui sèment la violence et profitent des manifestations pour casser banques et mobiliers urbains à Nantes ou à Rennes. Ils peuvent affluer très rapidement de toute l'Europe en cas d'annonce d'évacuation. Dans le cas contraire, que deviendrait la ZAD ? José Bové propose une zone agricole sur le mode du Larzac avec des terres qui seraient louées par l'État. Une chose est sûre, la plupart des zadistes sont bien décidés à rester à Notre-Dame-des-Landes. Zadiste, un mot qui est désormais ancré dans notre vocabulaire et qui figure même dans le Petit Robert. Voilà, resteront pas, on saura ça en quelques instants. Figurez-vous que ça bouge du côté de l'Elysée. Le Conseil des ministres vient de se terminer et les ministres partent, les uns direction leur voiture et d'autres comme le Premier ministre et Nicolas Hulot ou encore Gérard Collomb vont aller vers la salle de presse où attendent de nombreux de nos confrères parisiens. On va écouter à présent une déclaration car il semblerait que le projet est en train d'être abandonné. La réaction de Philippe Grosvalet. Philippe Grosvalet, il préside le conseil départemental de Loire-Atlantique. Il est surtout président du SMA. C'est pas un gros mot, c'est le syndicat mixte aéroportuaire. Il est très en colère, a priori, contre l'abandon qui semble se dessiner de ce projet de la part du gouvernement. On écoute Philippe Grosvalet. Très mauvaise décision. Une décision du président de la République. Et une très mauvaise décision parce que le président de la République, au travers de cette décision, piétine au fond l'ensemble des procédures publiques, donc la justice. Il piétine nos collectivités locales, donc l'esprit même de la décentralisation. Et il piétine le vote des habitants de mon département, donc il piétine le suffrage universel. Au fond, cette mauvaise décision, bien sûr, entraîne des très mauvaises conséquences et entraînera pour le temps long de très mauvaises conséquences. D'abord pour les habitants et particulièrement pour les 70 000 habitants qui vont continuer jour après jour pendant des décennies d'être survolés à basse altitude à Nantes au risque, au péril de la sécurité et bien sûr du bruit. Une très mauvaise nouvelle pour le développement de l'ouest de la France et nos territoires, et donc une très mauvaise nouvelle pour très mauvaises conséquences pour les milliers d'entreprises qui ont soutenu ce projet de tout temps à nos côtés. De très mauvaises conséquences aussi pour la démocratie, au fond, parce que qui peut croire aujourd'hui que des projets pourront à nouveau se développer. Donc des habitants ici me disent qu'ils n'iront plus jamais voter. C'est grave pour la démocratie. Et au fond, on pense que c'est même... Il y aura même des très mauvaises conséquences pour le président de la République lui-même, puisqu'il renonce. Il renie même sa parole, puisqu'il avait dit qu'il ferait ce projet. Donc c'est son premier grand reniement à la parole publique donnée, celle d'un président de la République. Et au fond, c'est un non-choix qu'il fait, c'est une non-décision. Il nous fait croire qu'il y a une option. Il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas d'alternative, il n'y en a pas. Donc non seulement c'est un reniement, mais en plus c'est une non-décision. Voilà, il n'y a que des perdants dans cette affaire. Et quand le président de la République prend une très mauvaise décision, eh bien c'est la France tout entière qui est perdante. Un reniement, une mauvaise décision. Le président de la République piétine le suffrage universel. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Philippe Grosvalet, le président du syndicat mixte aéroportuaire. Françoise Vercher, opposant ton projet. On vous voyait là en double fenêtre, comme on dit dans le jargon technique. Vous bondissiez, vous riez, vous souriez. Alors on sait que vous n'aimez pas trop Philippe Grosvalet. Vous êtes ancien élu du département de Loire-Atlantique. Alors c'est un jugement faux. J'aimais beaucoup Philippe Grosvalet vous comme l'aimiez, camarade. Mais aujourd'hui, ça va bien. Qu'est-ce qui vous fait réagir dans ce qu'il dit quand il dit que le président de la République piétine le suffrage universel? C'est une non-décision. Il n'y a que des perdants selon lui. Mais il a totalement tort. Je suis stupéfaite de cette obstination. C'est incroyable de nier la vérité. Il dit qu'il n'y avait pas d'alternative. C'est tout le travail du rapport qui a été remis, qu'il n'a probablement pas lu, pour dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'alternative, pour dire qu'on a piétiné la démocratie. La démocratie, fait référence au référendum de 2016. Ça n'était pas un référendum, c'était une consultation. Consultation qui ferait office de décision, avait dit le président de la République. Consultation pour avis. Là où la démocratie... Oui, j'entends ce que vous dites. Mais le président de la République, François Hollande, le mot référendum... Il ne faut pas ajouter au malheur du monde en nommant mal les choses. Madame Vercher, moi je n'ajoute rien, moi je suis ni pour ni contre dans cette affaire, je suis journaliste. Alors je termine ma phrase si vous voulez bien. Non, pour le téléspectateur, je vais quand même préciser que François Hollande, président de la République, avait dit ce sera une consultation qui fera office de décision. Monsieur le président de la République, François Hollande, ne pouvait pas non plus décider parce que la justice aurait pu casser sa décision.
Alors, donc ça n'est toujours pas un référendum. Mais, cela dit, monsieur, la consultation publique est arrivée à la fin d'un processus démocratique qui était vicié à la base. Là où la démocratie a été bafouée, c'est depuis 2003, lorsqu'on a menti aux gens en leur disant qu'il n'y avait pas d'alternative à Notre-Dame-des-Landes. Selon vous, il y en a, et selon Philippe Grosvalet, il y en a. Ça n'est pas selon moi, c'est selon le rapport des médiateurs qu'il faudrait que tout le monde lise. Tout à fait. Et qui est à disposition, d'ailleurs, il est sur Internet. Merci beaucoup, Françoise Vercher. On revient vers vous dans quelques instants. On va se retrouver à présent avec Alain Mustière. Bonjour Alain Mustière, vous êtes le président d'une association très active depuis le départ, pro-aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui s'appelle Des ailes pour l'Ouest. Vous venez d'entendre l'information, on attend la confirmation, vous comme nous, ici sur ce plateau, et vous devant votre écran de télévision, dans cette édition spéciale de La Voix du Premier ministre, pour savoir si ce projet est abandonné. Il semblerait que oui. Est-ce que ça suscite évidemment une réaction chez vous ? Oui, j'ai la même confirmation que vous. Monsieur Grosvalet a eu un appel, il nous l'a dit. Donc je pense que effectivement, ce qui va être annoncé tout à l'heure, c'est l'abandon du projet. Et j'en suis, et nous en sommes les uns et les autres ici extrêmement déçus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recours pour vous? Ça veut dire que ça y est, c'est la fin d'années de lutte, d'années de combat pour ce que vous appelez le développement de la région? Demain sera un autre jour. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, c'est que cette région, c'est 8 millions d'habitants. On s'est toujours battu pour avoir des infrastructures, que ce soit ferroviaires ou routières, pour ce désenclavement de la région. On est soit la porte d'entrée de l'Europe, soit le cul-de-sac. Manifestement, le président de la République a décidé qu'on était le cul-de-sac de l'Europe. Dans ce dossier, quand même, il a consulté, il le dit lui-même, une centaine d'élus. Tous les élus que je connais, majoritairement, aux 2/3, étaient favorables à ce projet. Et tout ça, ce projet échoue parce que on a laissé le pouvoir à des violents, à des gens qui occupent le terrain de la ZAD. Il y a eu 179 décisions de justice, on les écoute pas. Il y a eu une consultation qui n'était qu'une consultation, mais elle représentait quand même 270 000 votants, autant que les élus de ce département ont reçu de voix de la majorité. Donc tout ça, on le met à plat pour faire quoi? Agrandir l'aéroport de Nantes Atlantique. Ça va durer que très peu de temps, en 2030. Et en 2030, il faudra se reposer la question. Ça veut dire que M. Macron a fait du Hollande. C'est-à-dire, on avance, mais on ne prend pas de décision. Là, au moins, il y a une décision. Il y a une décision, Alain Mustière. Elle ne vous est pas favorable, mais il y a une décision. Mandat, il n'y aura pas un gramme de travaux de réaliser sur Nantes Atlantique. Merci beaucoup, Alain Mustière, d'avoir été en duplex avec nous depuis vos locaux. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Des ailes pour l'Ouest, qui milite depuis de nombreuses années pour le transfert de Nantes Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes. On va réécouter à présent Philippe Grosvalet, ça va peut-être faire réagir à nouveau Françoise Vercher, à propos de la ZAD. Il fuit maintenant toute responsabilité en disant ce sera l'affaire du gouvernement et surtout du chef de l'État. Écoutez Philippe Grosvalet. Est-ce que vous attendez maintenant une évacuation de la ZAD? Ça, c'est le problème du Premier ministre, je l'ai toujours dit. C'est un problème d'ordre public. J'ai du mal à comprendre la légitimité d'une opération d'ordre public alors qu'il n'y a pas de projet, qu'il n'y a plus de projet. En tout cas, le Premier ministre ne peut plus compter sur les collectivités locales pour le soutenir dans cette opération. C'est-à-dire que vous ne mettrez pas un sou par une force de l'ordre à disposition? La décision a été prise par le président de la République et le Premier ministre. Ils assumeront toutes les mauvaises conséquences. Il n'y aura que des mauvaises conséquences. Comment peut-on imaginer maintenant une évacuation alors qu'il n'y a pas de projet? Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait engager les travaux pour expulser les habitants sans titre et sans droit. C'est l'affaire du Premier ministre, qu'il se débrouille, qu'il s'en débrouille, c'est son affaire, c'est de la responsabilité du Premier ministre de se faire respecter l'ordre, mais il ne sera pas soutenu, en tout cas pas par moi. Je ne l'accompagnerai pas alors que je lui avais certifié que nous serions derrière lui si la position était positive. Donc pas d'aide de Philippe Grosvalet, le président du syndicat mixte aéroportuaire vis-à-vis du gouvernement à propos de la ZAD. Christelle Morancet nous a rejoint. Bonjour, vous êtes la présidente du conseil régional des Pays de la Loire.
Avant de vous donner la parole, juste quelques petits instants, on va faire réagir Erwan Lemoigne à ce que disait Philippe Grosvalet, mais je reviens vers vous tout de suite, Christelle Morancet. Donc, pas d'évacuation, elle n'a plus lieu d'être, et c'est ce que semblait dire Philippe Grosvalet, puisqu'il n'y a plus de projet de transfert. Sur ce point, nous sommes d'accord avec lui. Oui. D'abord, il n'y a pas d'aide à porter par le département. Le département est dépourvu de force de l'ordre, donc c'est un peu absurde de solliciter sur ce point. En revanche, il est tout à fait raisonnable de considérer qu'aujourd'hui, avec l'abandon du projet, il n'y a pas vocation à évacuer cette zone. Christelle Morancet, on attend, vous comme nous, la décision officielle de la voix du Premier ministre Édouard Philippe. On peut remontrer, Jean-Christophe Louès, cette image du pupitre blanc à l'Élysée avec le drapeau européen, le drapeau français. Il est toujours vide, mais on sait que le Conseil des ministres vient de se terminer. Il semblerait qu'on s'oriente vers un abandon du projet. Ça suscite chez vous forcément une réaction. On aimerait savoir laquelle. Bonjour. Oui, en effet, aujourd'hui, mes premiers sentiments, sentiment de colère, sentiment également d'indignation. Indignation parce que le président de la République et le Premier ministre viennent de bafouer l'état de droit, la démocratie. Il y a, je vous rappelle, 179 décisions de justice favorables à l'aéroport, un référendum qui a eu lieu en juin. 2016. En juin 2016, oui. Colère également parce que là, c'est un abandon de la région des Pays de la Loire. Nous sommes une région attractive. Tout le développement de la région reposait sur ce projet d'aéroport ? Oui, il y a un besoin aujourd'hui pour notre région d'attractivité, de développement économique. Aujourd'hui, clairement, le gouvernement abandonne la région Pays de la Loire. Et le message que va nous délivrer dans quelques instants le Premier ministre, c'est un message que les Ligériens doivent entendre, qu'également les Français doivent entendre. Le gouvernement vient de céder à une minorité d'ultra-violents. Donc là, c'est même au-delà. Vous l'avez dit, ce Premier ministre, quand vous l'avez rencontré la semaine dernière à Matignon, vous étiez avec d'autres élus de la région ? Oui. Et il semblait vous entendre ou pas ? Ou il était impassible et il n'a rien montré ? Je dirais qu'aujourd'hui, est-ce que c'était une grande phase de communication pour annoncer le renoncement de ce grand projet pour notre territoire ? Puis moi, je voudrais aussi adresser un message à tous les élus locaux de France, parce que ce qui est en jeu par cette décision, ce sont tous les grands projets d'infrastructure. C'est qu'aujourd'hui, des minorités ont fait plier un dossier important, structurant. Il faudra préparer les dossiers région. différemment maintenant, en tenant compte de la contestation éventuelle. Aujourd'hui, clairement, voilà, ce sont les minorités qui gagnent. Même eux, dans les différents médias, annoncent cette victoire qu'ils ont gagnée. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu pessimiste quand même, Christelle Morancet, pardonnez-moi, quand vous dites que le développement de la région est un petit peu bloqué, il n'y a pas que l'aéroport non plus, il nous reste le train, on a un grand port à aéroport. À Saint-Nazaire. Permettez-moi de vous dire qu'on a un aéroport. Il y a toujours l'aéroport de Nantes-Atlantique qui s'agrandit. Il y a d'autres atouts dans la région. Alors permettez-moi de dire, malgré mes sentiments de colère et d'indignation, je reste bien évidemment, je ne suis pas résignée. Loin de là. Ça veut dire que vous avez des moyens de recours ? Vous avez des moyens de faire inverser cette décision ? Je veux me battre pour ma région. C'est indispensable pour l'attractivité de notre région. Donc je vais demander à être reçu par le président de la République et je vais proposer également un contrat d'avenir pour les Pays de la Loire. Et dans quelques jours, qui consisterait en quoi, en quelques mots ? Je vais réunir dans quelques jours une assemblée extraordinaire au Conseil régional avec tous les élus et je souhaite en discuter avec mes élus. Bon, on va écouter à présent. Excusez-moi, est-ce que je pourrais poser une question, Madame la Présidente ? Je voudrais quand même vous consoler un tout petit peu parce que nous avons un aéroport. À ma connaissance, il continue à ouvrir des lignes. Il y a un permis de construire affiché aujourd'hui, vous pouvez aller le vérifier, d'agrandissement de 658 mètres carrés. Cet aéroport, il n'est pas prévu de le fermer. Donc je ne comprends pas cette vision catastrophiste que vous avez. Le maintien de l'aéroport à Nantes-Atlantique, c'est une chance pour Airbus, c'est une chance pour le Sud-Loire et le développement n'est pas hypothéqué. Madame, concernant l'attractivité de notre région, passe bien évidemment par un aéroport. Aujourd'hui, l'aéroport est saturé. Mais non. Saturé. Les prévisions annoncées dans ce fameux rapport de 6 millions de passagers en 2025, il sera atteint dès 2018, dès 2019, puisqu'aujourd'hui on est à 5,3 millions. Mais il n'y a aucun problème. Je ne veux pas que la région des Pays de la Loire soit en retrait du reste de l'Europe. Aujourd'hui, c'est une nécessité, madame. C'est une nécessité pour le développement économique et l'attractivité de notre région. Peut se développer. Vous n'avez pas lu le rapport. Les travaux d'aménagement éventuels pour optimiser l'aéroport, c'est pas suffisant. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. L'allongement de la piste. Il n'y a pas de plan B, tout simplement qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de travaux avant la fin du quinquennat de M. Macron. Également, je viens de l'expliquer à madame, aujourd'hui, cet aéroport est totalement saturé. Il est saturé, 6 millions. Encore une fois, le rapport annonce 6 millions en 2025. On est à 5,3 millions 9 millions en 2040.
On est à 5,3 millions dès cette année. Donc ça veut dire que les 6 millions, nous allons les atteindre dès 2018, dès 2019. Restez avec nous les uns les autres. Virginie Charbonneau vient de nous rejoindre. Bonjour Virginie, je viens vers vous dans quelques instants pour parler de ce qui se prépare un petit peu et de ce qui se fait sur les réseaux sociaux notamment. On va rejoindre Julien Durand. On va écouter Julien Durand. Julien Durand, c'est un opposant notoire Notre-Dame-des-Landes, un habitant de Notre-Dame-des-Landes. On l'écoute. C'est une immense joie pour tous ceux qui ont lutté depuis de nombreuses années face à ce projet. Je pense notamment aux anciens de la lutte. Hélas, il y en a qui sont partis et je pense à eux en ce moment puisque nous avons su conserver une dynamique collective pour lutter contre ce projet. Et aussi, je pense aussi que demain, il y a encore du travail à faire collectivement pour faire en sorte que sur la zone, des projets puissent émerger, des projets collectifs ou individuels, peu importe, mais que le bien vivre au quotidien s'installe, aussi bien sur l'ensemble de la zone que sur la relation avec les collectivités qui sont autour, les communes qui supportent l'emprise foncière de ce territoire. Christelle Morancet, quand Julien Durand parle de projet, visiblement ce n'est pas les mêmes que les vôtres. Vous comprenez néanmoins sa satisfaction et l'appel d'air que ça offre à tous les zadistes? Alors, M. Macron vient, par son témoignage, M. Macron vient de donner la victoire à ces minorités. Et là, je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Est ultra violent tout de même. Je trouve ça scandaleux. Aujourd'hui, comment on peut expliquer aux Français qui paient des impôts, qui paient des taxes, qui vont travailler tous les jours justement pour payer ces impôts, ces taxes et faire vivre leur famille. Quand vous êtes Français aujourd'hui et que vous montez une petite cabane sans autorisation au fond de votre jardin, vous êtes tout de suite attaqué. Alors aujourd'hui, moi quand je vois ce qui se passe sur cette ZAD, je trouve ça inacceptable et je ne vois pas comment on peut expliquer, laissez-moi terminer juste, je ne vois pas comment on peut expliquer cet état au niveau des Français. Est-ce que vous pouvez simplement réfléchir à la question de savoir pourquoi nous en sommes arrivés là? Nous sommes arrivés à cette situation parce que les procédures de débat public en France sont totalement obsolètes. Elles ne tiennent compte que du pouvoir des élus et de la volonté des élus. Sur tous les dossiers, quand la population s'empare des enquêtes publiques, des dossiers de discussion, on lui dit « vous n'êtes pas compétent ». Les élus savent mieux que vous le bonheur qu'il vous faut. Et c'est ça le gros problème que montre Notre-Dame-des-Landes. S'il y a dû y avoir occupation illégale, c'est parce que les procédures ont failli. C'est cela que les élus devraient regarder aujourd'hui. Juste un petit mot technique pour rebondir sur ce que disait Christelle Morancet. 2 petites secondes. Juste un petit mot. Ce sera facile éventuellement de viabiliser toutes ces constructions qui ont été faites sans permis de construire, de les rendre légales ou pas? C'est possible ou pas? J'ai été maire. Tous les maires de France et de Navarre sont confrontés à des constructions illégales. Tous, à des implantations de caravanes. Est-ce qu'elles peuvent devenir légales? Je vous explique la situation. Quand on est maire, en France, on a forcément des difficultés avec le droit de la construction, avec le droit de l'urbanisme, avec les implantations. On régularise, on légalise et on a beaucoup de mal parfois, et ça c'est vrai, mais ça n'est jamais un énorme problème. Il y a beaucoup de gens qui sont en illégalité. Il y a sur l'agglomération nantaise 2000 personnes aujourd'hui, 2000 personnes qui sont dans des squats, qui sont dans des situations illégales. On parle de les évacuer? C'est un autre débat. Merci beaucoup. On va se rendre tout de suite à l'Élysée car le Premier ministre est en train d'arriver derrière ce fameux pupitre blanc et devant ce drapeau français. On l'attend depuis de nombreuses minutes maintenant. On va montrer l'image. Jean-Christophe Loez, je pense que vous avez ça sur l'un de vos écrans. Vous allez pouvoir nous l'afficher dans quelques instants. On donne la parole à Édouard Philippe, le Premier ministre. Il y a 50 ans, les pouvoirs publics ont identifié le site de Notre-Dame-des-Landes pour accueillir un nouvel aéroport pour le Grand Ouest. Je ne vais pas retracer ici la longue chronologie des événements. Durant 50 ans, le projet a été successivement décidé, abandonné, relancé, réexaminé, reconfiguré, remis à plus tard. Durant 50 ans, à coup de décisions, de reculades, de déni, de non-décision, l'État s'est placé face à un dilemme impossible. Durant toutes ces décennies, alors que partout ailleurs, le pays réalisait de grands projets d'aménagement, l'indécision des gouvernements successifs a laissé les partisans du projet et ses opposants s'affronter, se dresser les uns contre les autres. On a parfois instrumentalisé ces oppositions à des fins politiciennes. À tel point que, lorsque nous sommes entrés en fonction il y a 8 mois, la situation était totalement bloquée. Elle était non seulement bloquée, mais elle était dangereuse pour la sécurité des personnes et contraire au respect de l'état de droit.
Nous aurions pu faire comme les autres, comme ceux qui aujourd'hui ne manqueront pas de nous interpeller, c'est-à-dire, au fond, laisser le soin à nos successeurs de trancher le nœud gordien. Après tout, qu'aurait représenté 5 années de plus, alors que, quelle que soit la décision prise, aucune infrastructure ne verra le jour en matière aéroportuaire sur place dans ce quinquennat. Mais s'il y a bien un seul point sur lequel, au plan local comme au plan national, tout le monde s'accorde, opposants comme partisans, c'est la nécessité de sortir de cette situation. Rien n'est pire que l'incertitude. Aussi, comme sur d'autres sujets, nous avons décidé de trancher la question, en sachant pertinemment que si la décision avait été facile, elle aurait été prise depuis longtemps, et en sachant qu'elle suscitera des oppositions tranchées et des commentaires définitifs. Pour opérer ce choix, mon premier réflexe, celui d'un républicain convaincu, celui de maire ou d'ancien maire d'une ville, aurait été d'autoriser sans délai ce projet. La déclaration d'utilité publique a été lancée, tous les recours ont été purgés, la population du département a été consultée, le débat aurait dû être clos depuis longtemps. Mais je sais aussi que les choses paraissent toujours plus simples quand elles sont vues de loin. C'est pourquoi j'ai voulu prendre le temps de bien appréhender la situation, de considérer avec précision la complexité technique du projet, ses répercussions économiques et écologiques, d'évaluer son importance stratégique pour une région en pleine croissance et qui a besoin d'infrastructures de transport modernes. J'ai également voulu examiner les nouvelles solutions qui pouvaient s'offrir, parce qu'en 50 ans, et même en 15 ans, les technologies, les besoins, les aménagements, les territoires, les mentalités évoluent. C'est pourquoi, dès mon installation, et conformément aux engagements du Président de la République, nous avons demandé à 3 personnalités expertes de dresser le bilan de la situation. Cette mission a remis son rapport en décembre dernier. Sur la base de ce rapport, j'ai rencontré les élus, plus d'une centaine depuis le début du mois de janvier, des élus passionnés, de bonne foi, qui ont défendu leurs convictions, et je veux ici leur rendre un hommage appuyé. Ils ont des avis divergents, mais ils sont tous sincères. Samedi dernier, le 13 janvier, j'ai voulu me rendre compte par moi-même, sur place, de la situation. J'ai parlé avec les maires des communes concernées, pour ou contre, tous m'ont au fond dit la même chose: sortez-nous de cette situation. Il est temps désormais que l'État soit clair dans ses choix et ferme dans leur mise en œuvre. Instruit du dossier autant qu'il peut l'être et en étroite association avec le Président de la République, le gouvernement a pris sa décision. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un tel projet d'aménagement, qui structure un territoire pour un siècle, ne peut se faire dans un contexte d'opposition exacerbée entre 2 parties presque égales de la population. Les grands projets qui ont réussi dans les années récentes, qu'il s'agisse du viaduc de Millau, de la route Airbus entre Bordeaux et Toulouse, ou des lignes ferroviaires à grande vitesse à Nantes, à Rennes, à Bordeaux et ailleurs, se sont tous réalisés, malgré des oppositions locales, parce qu'ils étaient largement portés et acceptés par la population. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division. Depuis l'élection du Président de la République, nous sommes mobilisés ensemble pour renforcer la sécurité du pays et le transformer.
la gravité des enjeux économiques que le pays traverse, la gravité des enjeux de sécurité qu'il connaît, exige que nous restions rassemblés sur nos priorités. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Cette décision est logique au regard de l'impasse dans laquelle se trouve ce dossier. 50 années d'hésitation n'ont jamais fait une évidence. Cette décision est sans ambiguïté. Les terres retrouveront leur vocation agricole. Contrairement à ce que propose le rapport, elles ne seront pas conservées pour réaliser ultérieurement le projet. Cette décision est une décision d'apaisement. Elle doit aussi être l'occasion d'un nouveau départ, l'occasion de construire différemment, intelligemment. Le Grand Ouest a besoin de solutions pour croître. C'est une région puissante. Sa démographie et son économie sont dynamiques. Elle a besoin, pour son développement, d'être connectée au reste de la France et au reste de l'Europe. Mais précisément, cette connexion ne peut plus s'envisager aujourd'hui comme elle était pensée il y a 50 ans ou même il y a 20 ans. Il y a 50 ans, le modèle pour Notre-Dame-des-Landes, c'était de bâtir le 3e aéroport français et d'accueillir le Concorde pour rejoindre la vitesse supersonique le plus vite possible. Il y a 20 ans, le projet a été redéfini pour réaliser une plateforme aéroportuaire régionale permettant de développer des vols internationaux. Ce projet ne répond plus aux objectifs actuels, aux réalités actuelles de l'organisation aéroportuaire qui réserve à quelques grands aéroports nationaux les vols long courriers. Ce dont le Grand Ouest a besoin, ce à quoi le gouvernement s'engage, c'est de garantir que Brest, que Nantes, que Rennes disposent de liaisons faciles avec les autres métropoles européennes et de mettre en place des liaisons rapides avec les hubs long courriers internationaux. Le récent rapport de médiation a montré qu'il n'y a pas de solution idéale, mais qu'il existe une alternative crédible au transfert de l'aéroport. Cette solution, c'est le réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique. Les études ont aussi montré qu'il était possible de prendre des mesures limitant la hausse des nuisances sonores pour la population. Dans un premier temps, l'aérogare de Nantes Atlantique sera modernisé et les abords de piste seront aménagés pour permettre à l'aéroport d'accueillir plus de passagers. Ces premières mesures peuvent être réalisées sur l'emprise actuelle de l'aéroport, donc dans des délais rapides. En parallèle, la procédure pour l'allongement de la piste sera engagée. Elle permettra de réduire les nuisances sonores à Nantes. Nous ferons tout pour réduire ces nuisances pour le village de Saint-Aignan de Grandlieu. Et si, techniquement, cela n'était pas possible, elle ferait l'objet de compensations exemplaires. En parallèle, nous accompagnerons le développement de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques, en commençant par l'agrandissement de l'aérogare, pour mieux répartir le trafic aérien du Grand Ouest. L'aéroport de Rennes-Saint-Jacques appartient à la région Bretagne. Nous travaillerons avec la région Bretagne pour permettre cet agrandissement si la région le souhaite. Enfin, nous devons davantage jouer sur la complémentarité rail-air. Depuis que le projet Notre-Dame-des-Landes a été lancé, le Grand Ouest a bénéficié d'infrastructures ferroviaires performantes, mettant les deux capitales régionales à moins de 2 heures du centre de Paris. Pour les longs courriers, l'enjeu pour les Rennais ou les Nantais, et donc pour les habitants du Grand Ouest, c'est de rallier directement les grands aéroports parisiens. Ces liaisons directes existent, mais elles sont insuffisantes. Elles seront donc fluidifiées
et multipliés pour accompagner la hausse des trafics. Je demande donc à Madame la ministre des Transports d'étudier dans un délai de 6 mois les conditions de mise en œuvre de ces 3 chantiers qui se complètent et qui consistent à optimiser l'usage de Nantes Atlantique, à mettre en réseau les aéroports régionaux et à nous appuyer sur les lignes ferroviaires à grande vitesse pour rejoindre les plateformes aéroportuaires parisiennes. Au-delà de leur division sur ce projet, tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés m'ont fait valoir la nécessité de rétablir rapidement l'état de droit sur la zone. Le gouvernement s'y engage. C'est la 2e décision que j'annonce aujourd'hui. Nous mettrons fin à la zone de non-droit qui prospère depuis près de 10 ans sur cette zone. Ainsi, dès aujourd'hui, la demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique que nous avions déposée au Conseil d'État fin décembre pour nous laisser toutes les options ouvertes sera retirée. La déclaration d'utilité publique actuelle deviendra donc caduque le 8 février prochain. Les 3 routes qui traversent le site de Notre-Dame-des-Landes doivent maintenant être rendues à la libre circulation pour tous. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. À défaut, les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires. Conformément à la loi, les agriculteurs expropriés pourront retrouver leurs terres s'ils le souhaitent. Les occupants illégaux de ces terres devront partir d'eux-mêmes d'ici le printemps prochain ou en seront expulsés. Ailleurs, de nouveaux projets agricoles pourront être accueillis à partir de fin avril dans un cadre légal. L'État engagera une cession progressive du foncier de Notre-Dame-des-Landes. Dès maintenant, les forces de l'ordre sont mobilisées pour que ce processus se déroule dans le respect de la loi et que les squatteurs libèrent progressivement des terres qui ne leur appartiennent pas. Pour le futur, il faudra aussi tirer les leçons de l'échec de Notre-Dame-des-Landes en termes de débat public, de procédure, de présentation et de discussion des alternatives. Je voudrais enfin m'adresser à tous ceux, et ils sont nombreux, qui n'avaient pas nécessairement une opinion très arrêtée sur ce projet, mais qui pensent que l'État doit pouvoir décider et agir. Cette décision que nous prenons aujourd'hui est une décision de raison et d'apaisement dans un contexte local tendu. Une décision exceptionnelle pour une situation locale exceptionnelle. Je veux dire que nous continuerons à aménager le pays dans le souci d'une meilleure attractivité, d'une meilleure qualité de vie, d'un plus grand respect de l'environnement. Nous le ferons avec ambition, avec méthode, avec enthousiasme. Nous le ferons avec l'ensemble des Français qui ne demandent qu'à bâtir l'avenir de leur pays et de leur région. Je vous remercie. C'était la déclaration d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Je vais vous la résumer. Si 13h49 à 13h41, très précisément, il a prononcé ces mots. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera abandonné. Il faudra revoir les méthodes d'aménagement de notre pays pour le futur. C'est sans doute l'aéroport de Rennes qui va être réaménagé maintenant. Il veut une plateforme, le Premier ministre, reliant Brest, Rennes et Nantes pour que toutes ces stations aéroportuaires puissent être reliées avec les grandes métropoles européennes. Les 3 routes de la ZAD devront être évacuées, rendues libres le plus vite possible, c'est-à-dire dès maintenant. Les ZADIS doivent partir d'ici le printemps, donc le 21 mars. Les terres seront rendues aux agriculteurs. Il nous reste, moins de 3 minutes d'émission. Je vais vous demander une réaction à toutes et à tous. On va commencer avec vous, Françoise Verchères. Oui, parce que je voudrais aller partager ce grand moment là-haut. Justement, c'est une victoire pour vous, ça y est ? Oui, c'est une victoire. Ça n'est pas tout à fait terminé, mais j'ai beaucoup apprécié
la clarté des propos du Premier ministre, même si mon seul regret pour l'instant, c'est de dire que c'est d'avoir entendu qu'il voulait que tout le monde s'en aille, ce qui me paraît un petit peu Il a donné des délais quand même. Hein, il a donné des délais. Donc, en tout cas, c'est une grande victoire. Et ce qu'il a dit sur les procédures, c'est ce que je venais de vous dire. Je crois qu'il y a vraiment des leçons à tirer en termes de démocratie. Exactement, pour les projets futurs sur notre territoire. Erwan Lemoyne, un mot, pareil. Pas d'emballement, mais une victoire. Le choix est clair. Renoncer, c'est choisir. Là, vous avez... Choisir, c'est renoncer. Tout à fait. Effectivement, c'est renoncer à un projet du passé. C'était effectivement ce qu'on a tout à l'heure noté. Moi, je note deux décisions. D'abord, abandon du projet, c'est une victoire. Et deuxième décision, c'est un apaisement. Un apaisement sur la zone concernant, vous l'avez entendu, les agriculteurs qui auront vocation à rester sur les lieux, avec l'abandon de la DUP qui arrive à échéance le 8 février prochain. Et concernant les occupants, aujourd'hui, on nous parle de nouveaux projets agricoles. Moi, j'ai envie de vous dire que ceux qui occupent depuis des années cette terre ont vocation à investir les lieux, à être maintenus dans les lieux pour ces projets. Merci, Erwan Lemoyne. Christelle Morancet, président du Conseil régional, donc c'est une défaite selon vous? On vient surtout de vivre en direct le premier grand désengagement du gouvernement. Je vous rappelle juste que le président de la République, pendant la campagne des présidentielles, souhaitait faire Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre souhaitait faire Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, c'est le gouvernement revient sur sa parole, donc c'est le grand désengagement, le premier grand désengagement du gouvernement. Je tenais quand même à le signaler. Merci beaucoup. Et c'est surtout un coup de poignard aussi pour la région des Pays de la Loire. Mais je ne baisse pas les bras et vous pouvez compter sur moi. Vous nous l'avez dit, on va suivre cette information. Virginie Charbonneau, on termine rapidement avec vous. Il y a des manifestations, des rassemblements qui ont lieu, qui se préparent à Nantes, à Rennes, très rapidement. Oui, effectivement, des manifestations, des appels qui étaient avant même cette décision à 18h ce soir à Nantes, à Rennes, à Angers, La Roche-sur-Yon, qui venaient en fait des opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui vient donc d'être abandonné. Mais il y a un certain nombre d'effectifs qui sont sur place à Nantes, des CRS, 450 à Nantes et 160 à Rennes. Merci. Pour sécuriser les villes. On vous retrouve Virginie, on se retrouve ce soir 18h15, nouvelle édition spéciale. À tout à l'heure. Merci beaucoup.